Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans votre journal. Et merci à vous de commencer cette semaine avec nous. Au sommaire de l'actualité, cet appel à la grève lancé demain par les membres de la fonction publique. Pour en parler avec nous sur le plateau, Nourdine Dahalani, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes secrétaire général de la Fédération des fonctionnaires à l'UDFO, mais également membre de l'intersyndicale de la fonction publique. Et comme on le disait, un appel à la grève a été lancé demain dans la fonction publique, un appel national qui est relayé ici à Mayotte. Vous nous en direz davantage tout à l'heure. Mais d'abord, voici les titres de ce lundi 9 octobre. Gel de la valeur du point indice, rétablissement de la journée de carence, suppression de 120 000 emplois. Demain, les syndicats nationaux de la fonction publique appellent à la grève pour protester contre ces mesures, jugées très négatives. Le mouvement sera suivi à Mayotte suite à la constitution d'une intersyndicale. Explication. Dans le cadre du lancement de sa nouvelle campagne d'information dédiée à l'entrepreneuriat au féminin qui se tiendra cette semaine, l'ADI a organisé ce matin une conférence de presse. Objectif, lancer l'événement qui vise à promouvoir la création d'entreprises chez les femmes. Focus au cours de cette édition. Gaël Henry est auteur-dessinateur de bandes dessinées. Il a été choisi par les éditions Sarbacane pour adapter le 6e roman de Natacha Apana, Tropique de la violence. Nous avons souhaité rencontrer ce créateur de BD afin de comprendre son processus de création artistique, mise en lumière à la fin de cette édition. Et on commence tout de suite avec cet appel à la grève lancé par tous les syndicats de la fonction publique pour demain, mardi. Une première depuis de nombreuses années. Il s'agit en effet ici d'une journée d'action pour protester contre les projets du gouvernement concernant la fonction publique. Écoles, transports, hôpitaux, police, de nombreux services devraient être perturbés en hexagone. Et même si le mouvement est soutenu par l'ensemble des organisations ici localement, il y a tout de même fort à craindre en matière de mobilisation. Les précisions avec Sony Chamsidine. Ce mardi, les agents de la fonction publique sont appelés à la grande mobilisation par tous les syndicats. Une grève pour protester contre les projets du gouvernement. Ces revendications nationales nous impactent également. Nous faisons partie d'une des organisations qui sont représentées au niveau national et donc nous soutenons massivement la journée de demain et nous dénonçons vivement la volonté politique du gouvernement de casser du fonctionnaire tel qu'on le voit de plus en plus. Si d'importantes perturbations sont prévues demain au niveau national, à Mayotte, on l'annonce déjà, le mouvement aura bien du mal à être suivi. Nous étions vraiment focalisés sur les revues du ministre la semaine dernière. Donc il était difficile en l'espace de quelques jours de remobiliser la troupe dans les rues et il s'avère qu'en ce moment il y a beaucoup de collègues qui sont en vacances. L'éducation nationale est le plus gros vivier de fonctionnaires sur l'île. Évidemment, nous, avec notre statut, eh bien, il est compliqué aussi de se rendre disponible, surtout en période scolaire. Mais il n'empêche que le mouvement sera quand même suivi par Alliance Police Nationale partout en métropole et partout en Outre-mer. D'autres syndicats à l'image de CFE-CGC proposent une action différente. L'organisation appelle à la mort du service public durant une demi-journée. Tous les agents qui travaillent dans les fonctions publiques, nous leur demandons de fermer les bureaux, de ne pas accueillir de personnel de 7h à midi, juste pour montrer que le service public, si rien n'est fait, si le gouvernement ne voit pas que le service public qui est servi ici à Mayotte est de qualité, qu'il trouve d'autres solutions pour faire fonctionner ce service public. Suppression de postes, gel de la valeur du point d'indice ou bien encore le retour du jour de carence. Autant de mesures annoncées par le gouvernement, mais jugées régressive par les organisations syndicales. Lorsque nous avons des contractuels qui sont partout à plus de 60% dans les administrations et qu'on vient nous dire que oui, écoutez, on va réduire l'effectif des fonctionnaires, là c'est que quelque part le gouvernement n'a pas encore compris.
Sur le rétablissement de la journée de carence, c'est une mesure injuste à l'encontre des fonctionnaires qui travaillent. Ceux-là sont ponctuellement malades et on peut comprendre que dans la nuit on puisse avoir un malaise et ne pas pouvoir aller travailler durant une journée ou deux et finalement reprendre rapidement le travail. Non, là c'est le contraire qui va se passer. Ça va encourager les arrêts de longue maladie et donc pénaliser les services. Et donc pour nous c'est purement et tout simplement inadmissible. Ce mardi, les fonctionnaires de l'ensemble du pays tenteront de faire plier le gouvernement. Si à Mayotte, la mobilisation sera mince, elle pourrait tout de même, avec ses propres spécificités, jouer un rôle. Et je me tourne à présent vers notre invité Nourdine Daalani, qui est secrétaire générale de la fédération de l'UDFO, des fonctionnaires de l'UDFO. Alors on l'a vu dans le reportage, cet appel à la grève concerne le national, mais vous avez décidé ici à mettre de le relayer, sauf qu'on a un peu peur de ce qui est de la mobilisation. C'est un appel national dans nos organisations au niveau national. Et comme vous le savez, nous sommes des fonctionnaires, pour la plupart des fonctionnaires de l'État, nous sommes dans le même statut que nos homologues au niveau national, d'une part. Et donc, les revendications qui sont portées au niveau national nous impactent ici également. On reviendra sur ces revendications. Voilà. Donc, nous, localement, nous soutenons cette mobilisation. Seulement, des contraintes calendaires font que la mobilisation n'a pas pu être préparée comme ça a pu l'être au niveau national. Parce que comme vous le savez, comme vous l'avez pu le constater, un certain nombre de mouvements ont été cumulés ces derniers temps. Nous attendions le ministre la semaine dernière, le ministre n'est pas venu au dernier moment. Donc, d'autant plus que là, il s'agit également de la période des vacances. Il était compliqué d'appeler à une action forte comme nous savons le faire à Mayotte. Donc là, nous appelons, nous soutenons cette action et toute action pouvant être portée ou initiée au niveau des différents syndicats ou des des collègues dans les différentes administrations, nous sommes avec eux. Alors justement, on parlait de ces revendications nationales, on parle notamment de l'augmentation de la CSG, on parle des suppressions d'emplois, on parle également du gel du point d'indice. Qu'en est-il très exactement? Tout à fait. Depuis l'arrivée de ce gouvernement, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons un ensemble de mesures négatives qui se cumulent à l'encontre des agents de la fonction publique, à savoir le gel du point d'indice. Vous le savez, depuis le 2010, le gouvernement a gelé le point d'indice. On a eu un léger essoufflement à la fin de la dernière mandature et là, c'est réactivé à nouveau. Nous avons le rétablissement de la journée de carence. C'est vraiment une injustice. Nous avons une perspective de suppression de 120 000 emplois sur les 3 versions de la fonction publique et la hausse de la CSG. Pour ne citer que ces quelques exemples. Ainsi, toutes ces mesures vont impacter fortement et négativement le pouvoir d'achat de plus de 5,4 millions de fonctionnaires de l'État. Et donc, mathématiquement, ça va fragiliser le service public rendu aux usagers. C'est inadmissible. C'est totalement injuste pour les agents et c'est totalement inefficace pour une fonction publique de moins en moins attractive et pour des secteurs qui sont vraiment fragilisés. C'est pour ça qu'il est important que l'ensemble des fonctionnaires de l'État, l'ensemble des fonctionnaires de 3 versants de la fonction publique puissent manifester pour arrêter cette hémorragie. Parce que là, ce n'est que le début de cette mandature. Qu'est-ce que ça va donner au bout de quelques mois? Alors justement, il s'agit de revendications nationales. D'autres revendications locales sont plus spécifiques à Mayotte. Vous n'avez pas peur un peu que cela soit noyé, vos revendications locales soient noyées dans ces revendications nationales? Écoutez, je crois que nous avons toujours su dissocier nos revendications locales et les revendications nationales. On a pu le voir dans nos mobilisations du 12 septembre dernier, où il y avait également des revendications nationales. Nous avons porté des revendications spécifiquement locales. Vous le savez, c'est les anciennetés, c'est le pouvoir d'achat à Mayotte, c'est l'attractivité, ça nous savons faire. Mais là, il était important que l'appel national puisse être relayé au niveau local. Nous sommes une même famille syndicale, l'ensemble de nos fédérations, dès l'instant nous adhérons à ces syndicats. Il va de soi que nous partageons la politique et les revendications portées par notre représentation nationale. Alors vous inscrivez dans une démarche nationale, on l'a compris, mais comment ça va se matérialiser ici à Mayotte? Quelles actions vont être menées? On a parlé de ces services publics qui seront fermés, fermés au public, qui n'accueilleront pas de public, mais est-ce qu'il y a autre chose qui est prévu? Là, nous avons laissé la marge de manœuvre à l'ensemble, à chaque syndicat, de pouvoir mener les actions qui lui semblent possibles, selon la mobilisation qu'il peut porter. Mais au niveau de l'intersyndical, il n'a pas été opportun, il n'a pas été
les délais n'ont pas permis vraiment d'organiser quelque chose de d'unitaire, quelque chose de massif, comme on aurait voulu le faire à cause de ces trois contraintes que je vous ai indiquées. Donc le fait qu'on était d'ores et déjà mobilisé en fin de semaine dernière pour le ministre, et le fait qu'il s'agisse des vacances, et bien entendu, comme vous le savez, hein, tout ce qui est national, il faut une certaine volonté pour pouvoir le décliner ici localement. En tout cas, quoi qu'il en soit pour vous, il s'agit d'une participation symbolique, ne serait-ce que ça. Nous soutenons très activement. Maintenant, la grève, il ne s'agit pas forcément d'aller dans la rue. Hein. Là, il faut une prise de conscience sur cet ensemble de problématiques, et il ne s'agit que d'une première mobilisation. Le gouvernement a fait un certain nombre d'annonces, et on est persuadé que ce n'est que le début. Donc la prochaine mobilisation, nous pensons pouvoir vraiment régler nos pendules pour être voilà, pour pouvoir activer la machine comme on sait le faire ici à Mayotte dans les mêmes dates que nos camarades nationaux. En tout cas, merci beaucoup Nourdine Darline d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de la Fédération des fonctionnaires de l'UDFO. Je vous remercie. Et autre sujet à présent, cela fait désormais 40 ans que la sécurité sociale de Mayotte existe. 40 ans d'avancée sociale sur le territoire qui méritait bien un petit retour en arrière. En effet, entre 1977 et nos jours, Mayotte est progressivement entrée dans le droit commun en matière de prestations sociales. Mais beaucoup reste encore à faire afin que l'égalité sociale s'applique pleinement au sein du 101e département de France. Ce matin, la directrice par intérim de l'institution était sur notre plateau afin de faire le point sur l'histoire, mais également sur l'avenir de la CSSM. Le point dans ce sujet signé Pierre Bellucci et Leslie Vimnet. 40 ans, ça se fête. La Caisse de sécurité sociale de Mayotte vient de souffler sa 40e bougie. Et pour l'occasion, l'institution a organisé plusieurs événements la semaine passée. Une manière de revenir sur une histoire faite de lentes mais réelles avancées sociales. Le démarrage, c'est 77, donc 77, il y a quelques allocations familiales, un petit peu d'accidents du travail et maladies professionnelles qui sont remboursés. Le vrai démarrage, on va dire, c'est 87 avec l'arrivée du régime de retraite qui est mis en place. Alors un régime de retraite qui se met en place petit à petit, parce que comme vous le savez, c'est le pendant d'une prestation, c'est une contribution. Donc il a fallu établir tout un fichier, il a fallu commencer à rembourser les retraités, et puis savoir exactement comment ça allait se passer pour l'antériorité, souvent un terme souvent commun à Mayotte. Ensuite en 96, on installe vraiment le régime de sécurité sociale à Mayotte avec une ordonnance qui est aujourd'hui encore notre ordonnance Bible, on va dire, enfin au Coran en tout cas, qui est celle que nous prenons comme référence réglementaire, puisqu'il faut le rappeler que le Code de la sécurité sociale en tant que tel n'est pas applicable à Mayotte. Le Code de la sécurité sociale n'est toujours pas appliqué à Mayotte, aux grandes dames des syndicats du département, mais également de la directrice de l'institution, qui souhaite que la population jouisse le plus rapidement possible des mêmes droits que les autres citoyens français. Effectivement, le sentiment d'accomplir quelque chose au quotidien. Aussi un peu de frustration, comme beaucoup de personnes. Pourquoi frustration? Parce qu'il y a certaines choses, certains risques qu'on ne couvre pas complètement. Et donc, je pense que pleinement, le jour où je reviendrai peut-être un jour, je serai peut-être plus directrice à ce moment-là, de vous dire, ça y est, on est arrivé au bout. Là, je serai complètement satisfaite. Une satisfaction pleine et entière qui passe par d'autres avancées sociales, même si dans les prochains mois, la CSSM va connaître des évolutions notoires qui doivent permettre une véritable amélioration des services. L'année prochaine, déjà, on a le siège social qui est un grand pas. Ça fait plus de 20 ans que les différents présidents et directeurs de la Caisse de Mayotte se sont battus pour avoir un lieu d'accueil digne de ce nom, parce qu'aujourd'hui, il faut souligner qu'on est sur 12 sites. En termes de cohérence de relations avec le public, il y a mieux. Donc c'est le siège qui serait inauguré, donc je peux donner une date, le 6 juillet 2018. En tout cas, je ferai en sorte que ce soit tenu, cette date. Mais le siège, c'est pas qu'une coquille, il y a derrière toutes des circuits, des procédures qu'il faut que nous améliorions, et c'est l'objectif. Les années à venir, c'est les années de la relation client. Des années pleines de promesses sur un territoire où le premier retraité de droit commun devra attendre 2078.
Et l'ADI lance à présent une nouvelle campagne dédiée à l'entrepreneuriat féminin. À ce titre, un point d'information a débuté ce jour et se poursuivra jusqu'au 13 octobre prochain. Objectif, inciter les femmes à se lancer dans l'aventure en créant leur entreprise. Et pour cela, l'ADI accompagne financièrement les futurs chefs d'entreprise afin que dans le futur, la part des femmes entrepreneurs augmente sur le département. Car loin des clichés cantonnant mesdames au rôle de femmes, de mères au foyer, la société mahoraise évolue et tend vers plus de mixité dans tous les secteurs d'activité. Un sujet signé Bastien Sabouret. Les femmes reprennent Mayotte en main. L'entrepreneuriat féminin a le vent en poupe. 51% des entrepreneurs de l'île au parfum sont des femmes. L'ADI aujourd'hui fête ses 20 ans et dédie cette semaine aux créatrices d'entreprises. Alors les femmes ont une place essentielle dans le développement économique de l'île. On est déjà dans une société matriarcale. Et au-delà de ça, ce sont les femmes qui créent le plus les entreprises à Mayotte. 65% des microcrédits de l'ADI sont accordés aux femmes sur Mayotte. L'ADI sera présente à Mamoudzou, Kaweni, Kungu, Chikoni, Chirongi ou encore sur Petite Terre pour sa campagne d'information. Mayotte, c'est l'île des femmes qui décide même à distance. À élégance mahoraise, Zeytoun est en voyage d'affaires en métropole. C'est son mari qui tient la boutique en attendant. Moi, je trouve ça extraordinaire. Aujourd'hui, tout le monde doit participer et je pense que on doit vivre ses rêves. Donc pour moi, il n'y a pas que l'homme qui doit vivre ses rêves, mais aussi, l'épouse. On aime bien les embêter, mais franchement, on préfère les voir. Moi, je préfère la voir épanouie que ne pas être épanouie, parce que justement, quand on parle de couple, il n'y a pas que moi, il y a elle aussi. Que ce soit en politique, dans les médias ou dans l'économie, les Mahoraises se mobilisent. Soutenues par leur époque, elles sont nombreuses à prendre des risques et à vouloir s'émanciper. Il faut encourager les femmes à créer leur propre entreprise, surtout à Mayotte, parce que depuis longtemps, on est considéré comme étant des femmes au foyer. Donc, tous ceux qui ont créé leur entreprise et qui souhaitent créer leur entreprise, je les encourage vivement à suivre ce voie-là, parce que c'est l'avenir. On dit que Mayotte, ce sont les femmes qui mènent Mayotte. Des femmes fortes, à l'image de Aminata qui a développé son restaurant de brochetti en 2013. Les femmes ont envie de réussir et surtout d'en finir avec les anciens clichés. Iyo fardo amba mtu mama ushinda afanye mwanahazi wahe yashinda saidie mtu mahe rumwe maisha leo kesu lazima barkensa barinde de mtu barangale ntuko zatu lazima wasi wa mtu mama wajauri kane fursa ribeza entreprise zatu rishinda le maisha yatu ya leo na mesu. L'ADI, par décret du gouvernement, a obtenu de prêter 15 000 € aux entrepreneurs contre 10 000 en métropole. Se lancer est donc plus simple à Mayotte. Les femmes l'ont bien compris. Le plus difficile reste à faire évoluer les mentalités. Et je vous propose à présent de faire un petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce lundi 9 octobre. C'est parti tout de suite dans l'actualité en bref. Depuis plus d'un mois, l'île voisine de Madagascar est confrontée à une épidémie de peste. Plus de 250 personnes sont actuellement porteuses de la maladie, tandis que le dernier bilan fait état de 42 morts. Une équipe d'experts internationaux et de médecins a ainsi été dépêchée à Madagascar pour venir en appui au dispositif national, et une cellule de crise a été mise sur pied. Pour l'heure, la fermeture des frontières est exclue, mais les Seychelles ont pris la décision de suspendre toutes les rotations aériennes avec la Grande Île. Le président de l'Union des Comores souhaite pour sa part stopper les rotations maritimes entre Anjouan et Madagascar. À La Réunion et à Mayotte, l'option de suspendre les vols vers la Grande Île est d'ores et déjà envisagée. Le site internet de l'ambassade publie régulièrement des informations actualisées et renvoie vers ses sites de référence. En fonction de l'évolution de la situation, des consignes seront données sur ce même site. Et depuis le 27 septembre dernier, les magistrats malgaches ont entamé une grève illimitée. Récemment rejoints par les personnels de greffe, ils défendent leur indépendance contre les ingérences répétées de l'État dans les affaires judiciaires. En effet, l'État malgache fait bien trop souvent fi des règles démocratiques, comme celle imposant une séparation stricte des pouvoirs.
En juillet dernier, les magistrats étaient déjà en grève pour dénoncer ces abus répétés et réclamer ni plus ni moins que l'état de droit. Néanmoins, la situation n'a pas évolué et cette fois, les grévistes sont bien décidés à gagner leur bras de fer. Ils viennent d'ailleurs d'obtenir le soutien du syndicat de la magistrature à Mayotte. Dans un communiqué, les magistrats se disent solidaires avec leurs homologues malgaches qu'ils soutiennent à 100%. Un message d'une portée régionale et internationale, ce qui est suffisamment rare pour être souligné. L'affaire de la feuille de route n'est pas encore enterrée et continue de faire parler d'elle sur le département. Certains refusent de relâcher la pression afin de montrer au gouvernement que la population est déterminée à prendre part aux décisions portant sur l'avenir de l'île. À ce titre, le collectif des citoyens de Mayotte invite la population à participer à un grand chidjab visant à rendre hommage aux aînés qui se sont battus pour Mayotte. Les cérémonies auront lieu le mardi 17 octobre sur la place de la République à partir de 6 h. Les membres du collectif souhaitent ainsi parler d'une seule voix pour faire connaître aux élus les préoccupations des habitants de Mayotte. Des préoccupations qui, au-delà de la feuille de route, portent sur l'insécurité, la santé, l'éducation ou encore le social. Autant de domaines dans lesquels les problèmes sont nombreux et réclament des annonces fortes du gouvernement. Pierre Bellucci nous a rejoint dans cette édition. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina, bonsoir à tous. Alors on a parlé dans ces brèves de cette épidémie de peste qui sévit à Madagascar, une épidémie qui inquiète énormément, d'autant plus que cela fait plusieurs semaines, plusieurs mois qu'elle est présente sur la grande île. Oui, plusieurs semaines, plus d'un mois qu'elle est présente et effectivement ça a de quoi inquiéter. Hein. Déjà le mot peste, c'est vrai que c'est assez terrifiant. Maintenant, bon, il ne faut pas tomber dans la psychose. Les autorités malgaches, avec aussi une aide internationale, hein, puisque l'Organisation mondiale de la santé est sur place. Il y a plus d'1 million de médicaments, notamment d'antibiotiques, qui ont été envoyés sur l'île, 1 200 000 antibiotiques, parce que la peste bubonique, il y a deux formes, hein, il y a la peste pulmonaire qui elle est fatale, et ensuite il y a la peste bubonique qui, lorsqu'elle est prise à temps, peut être soignée, donc avec des antibiotiques. Donc voilà, effectivement il y a toute une organisation sur place et après il y a la crainte au niveau régional puisqu'on sait qu'il y a beaucoup de vols entre Mayotte, la Réunion, les Seychelles, Madagascar, même l'île Maurice. Donc forcément, une épidémie de peste, on se dit tout de suite, ça peut aller très très vite. Alors on sait que l'Union des Comores, et ça a été dit dans les brèves, l'Union des Comores a pris une décision. Elle veut, en tout cas, Azali Assoumani, le président, souhaite interrompre les rotations en ce qui concerne la voie maritime. Il veut plus qu'il y ait de bateaux, puisque c'est vrai que souvent les rats arrivent par bateau, donc il veut absolument éviter ça. Au niveau des Seychelles, il y a eu des mesures qui ont été prises. Et ensuite, Réunion Mayotte, effectivement, on entend déjà parler d'une possibilité de stopper les rotations. Alors l'ARS, c'est elle qui est un peu garante de tout ça, c'est elle qui surveille où est-ce qu'on en est. Maintenant, il y a un chef d'état-major dans la zone qui est situé à La Réunion, il est basé à La Réunion, et c'est lui qui prend la décision. Il prendra la décision à la fois pour La Réunion et pour Mayotte. Cette décision, si oui ou non, on continue les rotations. S'il y a le moindre risque, on imagine qu'en tout cas, les rotations seront stoppées dans un sens comme dans l'autre. Donc il n'y aura plus de vols qui viendront de Madagascar. Donc bon, pour l'instant, on en est loin d'être là, mais c'est vrai que c'est fortement envisagé parce qu'il y a péril dans la demeure. Justement, vu que les rotations sont encore maintenues, pour l'instant, elles ne sont pas encore arrêtées, est-ce qu'il y a des mesures qui sont prises sur le département pour ceux qui partent et reviennent de Madagascar? Alors effectivement, la RSOI a publié sur son site internet toute une série de recommandations pour les personnes qui se déplaceraient à Madagascar. Il faut quand même expliquer que l'OMS, elle, ne considère pas qu'il y a danger et ne veut pas couper les frontières parce que pour l'instant, c'est pas une épidémie internationale. Il y a des cas, c'est vrai, plus de 250 cas, c'est beaucoup. Lorsqu'on connaît aussi cette maladie qui est terrible et qui va extrêmement vite, notamment la peste pulmonaire qui se transmet extrêmement facilement. On le voit, on l'a vu sur certaines images. Il y a en ce moment des personnes qui travaillent pour désinfectiser le moindre recoin parce que la maladie se propage vraiment extrêmement vite et que on peut atteindre beaucoup de morts et beaucoup de personnes porteuses de la maladie en très très peu de temps. Donc il faut rester vigilant, c'est ce que demande l'ARS, que chacun soit extrêmement vigilant. Maintenant, voilà, pour le moment, il n'y a pas d'interruption des vols, c'est pas de l'actualité dans les tout prochains jours.
peut-être la semaine prochaine, la semaine d'après, en fonction aussi de l'évolution de l'épidémie, parce que ça peut aller très très vite, comme on le disait juste avant. La peste, c'est pas n'importe quoi, c'est une maladie qui a fait des millions de morts, donc voilà, c'est une maladie qui quand même est à prendre très très au sérieux. Et surtout en cette période de vacances scolaires, puisqu'on sait qu'il y a un vrai chassé-croisé qui va prendre forme là dans les 2 prochaines semaines. Et on entend déjà des personnes dire non, on ne veut pas aller à Madagascar, on avait prévu d'y aller, mais qui ont annulé leur voyage. En tout cas, merci beaucoup Pierre pour toutes ces précisions. Et on l'aura compris, la vigilance est de mise si vous allez du côté de Madagascar. Et enfin, souvenez-vous de la parution l'année dernière du 6e roman de Natacha Apana, Tropique de la violence, l'ouvrage qui mettait en lumière Mayotte et ses problématiques, notamment à travers le récit de l'histoire croisée de plusieurs protagonistes, a eu un grand retentissement dans le monde littéraire français, primé à plusieurs reprises depuis. Le livre refait aujourd'hui parler de lui. En effet, la maison d'édition française Sarbacane en a récupéré les droits d'adaptation en bande dessinée et c'est Gaël Henry, auteur et dessinateur, qui est chargé de sa création. Actuellement sur le territoire, nous sommes allés à sa rencontre ce matin. Reportage Leslie Vimnet et Adèle Laurent. Gaël Henry est auteur-dessinateur de bande dessinée. Venu spécialement de la ville de Lille, cela fait maintenant 2 semaines qu'il parcourt Mayotte dans un seul but, s'en imprégner. Sa mission, adapter Tropique de la violence, le 6e roman de Natacha Apana en bande dessinée. Il nous en dit plus sur son processus de création artistique. Il y a d'abord un travail d'écriture, donc de voir comment, qu'est-ce qu'on garde de l'histoire, comment on adapte, etc. Et un travail de recherche graphique, c'est pourquoi en fait je suis à Mayotte, en gros pour me plonger dans l'atmosphère, m'immerger dans l'île et dans du coup tous les lieux clés de l'histoire. De venir ici, ça m'a permis de mieux comprendre qu'est-ce que je peux enlever, qu'est-ce que je peux rajouter à travers toutes les opinions, toutes les discussions que j'ai pu avoir avec les gens qui ont lu ou pas le bouquin et qui me donnent matière à l'adaptation. Donc là, l'idée pour moi, c'est de capter l'atmosphère, les couleurs de l'île et après je vois comment je peux le retranscrire dans la BD. Prendre le plus d'informations possible, de dessins, de photos, de documentation et de discussions pour après digérer tout ça une fois rentré à Lille et puis démarrer l'histoire. Et la création d'une bande dessinée ne s'arrête pas là. Donc après il y a l'écriture du scénario, et on écrit on va dire chapitre par chapitre, séquence par séquence et puis en même temps le travail du storyboard. Donc le storyboard c'est des esquisses, des pages, donc une sorte de crayonné. Et une fois que j'aurai fait tout le storyboard de la bande dessinée et que ça sera validé par donc l'éditeur, etc. Là je passerai à la réalisation, c'est-à-dire au propre, donc on va dire l'ancrage, la mise en couleur, etc. D'ici 1 an et demi, cette bande dessinée devrait être disponible dans les librairies françaises. De quoi contribuer à la visibilité de Mayotte au niveau national. Déjà le bouquin, je pense, a donné une visibilité, alors pas toujours bien vue, mais une visibilité à Lille. Donc moi j'espère pouvoir apporter autre chose, enfin apporter une touche différente, c'est-à-dire que ce soit pas juste une adaptation toute bête. De toute façon, il y aura déjà un apport visuel qui peut jouer. Mon voyage à Mayotte a changé ma vision, ma perception du livre, puisque je suis obligé de le lire et relire constamment. Et je perçois plus du tout les éléments de l'histoire narrative de la même façon qu'avant de venir à Mayotte. Et je pense, et j'espère que ça va pas mal jouer dans la création de la bande dessinée de ce que je vais raconter. Une adaptation littéraire en bande dessinée qui devrait faire parler d'elle. En attendant, les férus de BD peuvent toujours lire les 2 premières créations de Gaël Henry, parues aux éditions Sarbacane, Alexandre Jacob, Journal d'un anarchiste cambrioleur, et Jacques d'Amour, d'après Émile Zola. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition rediffusée sur OAM5, également disponible en replay sur notre site l'infocosi.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. Demain matin, dès 6h, retrouvez toute l'équipe de la matinale. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle édition du JTM. Bonne soirée à vous sur KTV.